semaine à Stéphanie découvre l'Outaouais, on se retrouve en petite nation et nous allons se sucrer le bec à la coulée sucrée. Mais avant tout, on se retrouve à la savonnerie La Flâneuse pour découvrir le lait d'ânesse. Merci Diane de nous accueillir à la savonnerie La Flâneuse. Et qui est derrière la savonnerie La Flâneuse? Bien, ici, d'ailleurs, c'est moi qui ai débuté ce projet-là. Puis, écoutez, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que, bon, j'ai toujours été attirée vers les savons, les odeurs, ainsi de suite. Mais pas seulement que ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes de peau, puis je me suis dit, coudonc, je vais fabriquer mon propre savon. Mais en faisant mes recherches, évidemment, j'ai découvert qu'il existait du savon au lait d'ânesse. Donc, ça y est venue l'idée de partir les savons au lait d'ânesse. Ça fait combien d'années maintenant? Depuis 2013 que l'entreprise est partie, mais le projet, évidemment, j'ai dû suivre des formations, j'ai dû suivre quand même un chemin de longues études pour apprendre tous les bienfaits de chacun des bons beurres, des bonnes huiles, ainsi de suite. Et en 2013, quand on a débuté, bien, ça a été pour moi, c'était un projet plutôt de m'amuser tout simplement. Et c'est devenu de plus en plus, les gens m'en demandaient. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas partir un petit commerce dans le rang Saint-Louis quelque part. Alors voilà. Ça fait que ça a débuté de cette façon-ci. Puis parlons-en des bienfaits. Pourquoi avoir choisi le lait d'ânesse? Bien, en fait, dans l'histoire, moi, ce qui m'avait très attirée, c'est l'histoire de Cléopâtre, la reine d'Égypte. Elle connaissait déjà depuis les temps que le lait d'ânesse avait des bienfaits anti-âge naturel, régénérateur de cellules, ça contient des vitamines incroyables, on ne peut pas tous les nommer à force qu'il y en a. Et en plus, c'est que c'est un adoucissant incroyable pour la peau. On se lave avec un savon de lait d'ânesse, puis tout de suite, on remarque une différence avec la douceur de ce savon-là. Et quelles sont les différentes composantes qui se retrouvent dans vos produits? Bien, en fait, évidemment, il y a le lait d'ânesse, notre liquide, donc il y a des liquides, et ensuite, on doit avoir des huiles solides, et ainsi que l'huile liquide. Donc, l'huile liquide, c'est l'huile d'olive, qui est une des meilleures huiles pour la peau. Pourquoi? Parce qu'à cause de son pH, qui est pratiquement le même que celui de notre peau. Et ensuite, on a nos huiles solides. Les gens se posent la question, c'est quoi les huiles solides? Alors, on a l'huile de noix de coco, ensuite le beurre de karité, le beurre de cacao, et certains, il y a le beurre de mangue qu'on va utiliser ici à la savonnerie. Certains de nos savons sont surgraissés, qui veut dire qu'on ajoute encore des huiles précieuses, comme il y a plein d'huiles qu'on utilise ici, l'huile d'argousier, l'huile d'avocat, et je pourrais vous en nommer d'autres, là, mais c'est ça. Donc, on utilise aussi des bonnes huiles précieuses dans nos savons. Vous offrez des produits pour tous les goûts, toutes les personnes, tous les types de peau également. Exact. Tu as bien raison, Stéphanie. Oui, parce qu'il faut combler tout le monde, parce qu'on n'a pas tous le même type de peau. Alors, il en faut pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui ont des gros problèmes cutanés. On en voit souvent ici qui viennent puis qui me disent « Ah, Diane, je souffre d'eczéma, je souffre de ci. Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait m'aider? » Alors là, on fait des savons pour aider, parce que ça commence par le savon. Premier élément qu'on utilise tous les jours, c'est notre savon, donc il est important. C'est des savons conçus spécialement pour ça. Donc, on va utiliser les huiles nécessaires pour aider ces personnes-là qui ont des problèmes cutanés. On a aussi pour les peaux sèches, les peaux tendance plus huileuses, ainsi de suite. Alors, on a pour tout le monde. Puis là, ce qui est encore plus merveilleux à la savonnerie La Flâneuse, c'est que vos ânes sont directement sur votre site. Ben oui, tous les jours, on les caresse, on les aime tellement, c'est tellement chaleureux. Les ânes, c'est un animal que les gens vont dire qu'il y a un petit proverbe qui va dire « Ah, mon Dieu, c'est têtu, t'es têtu comme un âne. » Mais en fait, l'âne, il s'agit qu'il ait confiance en toi,
puis ça y est, il va faire ce que tu veux. Tu sais, c'est vraiment... Évidemment, s'il n'a pas confiance, il ne bougera pas. Assez pas de le faire bouger, hein? Il n'y en a pas question. Non, super. Est-ce qu'on pourrait aller les rencontrer? Certainement, Stéphanie. Ça va me faire vraiment plaisir que tu rencontres mes ânesses. Tu vas tomber en amour. Là, tu vas vouloir partir avec une, c'est sûr. Super, mais allons visiter ça. OK. À notre arrivée à la savonnerie La Flâneuse, on a été super bien accueillis par la propriétaire Diane, qui est également savonnière, qui nous a expliqué toutes les différentes caractéristiques et composantes de ces produits. Donc tout est très réfléchi, tout est méticuleux. Ils ont vraiment un petit détail, une petite pensée pour tous leurs savons et tous leurs produits. Ensuite, Diane nous a permis d'aller visiter les ânes. Donc, on a ouvert la clôture, on est allé dans leur enclos. Et ce que j'ai adoré à la rencontre des ânes, et ce qui était fascinant en fait, c'est qu'ils sont très curieux. Donc, dès qu'on s'est un petit peu approché d'eux, ils sont tout de suite venus autour de nous. Ils nous empêchaient même d'avancer. J'en avais 3 autour de moi qui voulaient simplement des caresses, qui voulaient nous rencontrer, nous découvrir. Puis j'en ai également profité parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des ânes. Et ceux-là, ils sont trop sympathiques et trop beaux. Vous savez que l'âne, quand vous regardez l'animal, l'âne, ça flambe tout le temps. C'est tranquille. C'est tranquille. Ensuite, moi, je suis quelqu'un comme ça aussi. J'aime flâner. Je suis de nature flâneuse. Et à la campagne, on aime flâner. Prendre le temps, en fait. Puis, étant donné qu'on est dans une génération où le temps manque beaucoup, je me suis dit, bien, pourquoi pas appeler ça la flâneuse? Et venez donc flâner chez nous, on aime ça. On a eu la chance de rencontrer un petit âne, donc un ânon, qui avait tout seulement 3 jours, qui est né samedi dernier. Et ce qui est fascinant avec l'ânon, c'est qu'il a un poil très doux, très soyeux. Puis après, tu vas toucher le petit poil de l'ânon, tu vas dire « Oh my God! » Tu vois, tu sens, elle veut te connaître. Déjà la bienvenue. Touche ça, comment c'est doux. Oh mon Dieu! C'est doux! Wow! Oui. Donc maintenant qu'on a rencontré vos merveilleux ânes, ouais. Ce qui est particulier à votre boutique, en fait, c'est que vous la transformez pour en faire la fabrication à même la boutique. Exact, parce que c'est sûr que si j'avais comme un peu plus grand, je pourrais comme fabriquer puis avoir la boutique ouverte constamment, mais malheureusement, étant donné que j'ai commencé très petit, donc on est toujours avec la fabrication à l'intérieur de la boutique. Est-ce que tu as le goût, Stéphanie, d'aller essayer ça? J'adorerais. Oui? Ah ben, je t'invite, ma chère. Pour terminer, en compagnie de Fanny, qui est également une savonnière, elle m'a présenté les différentes étapes pour fabriquer un savon. Donc, j'ai participé avec elle à la fabrication d'un savon. On va commencer la fabrication, on va peser les ingrédients. Donc là, on va commencer avec l'huile de noix de coco qui est dans cette chaudière-ci. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait un savon au lait d'ânesse, bien sûr, comme on est à la flâneuse. Et puis, dans le fond, on va faire le délicat, qui est à la lavande et au bois de rose et qui contient de l'huile de calendula, entre autres, qui fait sa particularité. Donc, c'est un savon qui est bien apprécié pour les peaux sensibles, le délicat. Et donc, c'est ça, on va y aller avec la noix de coco. Donc là, on a mis notre balance sur 0. On va en mettre un 1848 grammes. Puis je pense que c'est très important d'arriver exactement au bon gramme. Exactement. On ne veut pas se tromper, pas plus, pas moins. Donc, la première étape était tout d'abord de peser les différentes composantes du savon. Donc, j'avais une grosse chaudière d'huile de coco qu'il fallait prendre avec le gros couteau et peser au milligramme près. C'est vraiment très précis, un petit peu comme de la pâtisserie. Donc, une fois que les différents ingrédients sont prêts et mesurés au milligramme près de manière très précise, on les fait chauffer et ensuite, on ajoute le lait d'ânesse. Et ce qui est particulier lorsqu'on ajoute le lait d'ânesse, il y a vraiment une émulsion qui se crée. Il y a vraiment un beau mélange qui s'est. C'est un petit peu là que la magie des produits qui apparaît. Une fois que les produits sont mélangés et le savon est enfin prêt, on fait la coulée des savons et ensuite on laisse sécher le tout durant quelques jours. Ensuite, on va venir faire la coupe des savons et on va également ajouter l'étampe de l'âne qui est la marque de commerce de la savonnerie La Flâneuse.
Merci beaucoup de nous recevoir à la coulée sucrée. Mais c'est quoi la coulée sucrée? Qu'est-ce qu'on y retrouve comme produit? Bien, la coulée sucrée, c'est une histoire drôle qui a commencé par une cabane à sucre dans le Pontiac, qui s'est transformée par la suite d'une ferme à Chénéville de 226 acres. On a fait une grosse cabane à sucre. On avait 2400 entailles. On faisait du sirop. On s'est mis à faire plein de produits à base d'érable. Et tu avais toujours des abeilles aussi. Puis, depuis 1994, j'ai les abeilles. Et puis, j'extrais le miel à chaque année comme ça. On a eu jusqu'à 60 ruches une année. Et c'était beaucoup de miel. Puis, ben, dans les produits, c'est qu'on a innové grâce à Judith, parce qu'elle est un petit chenille dans la cuisine. Alors, on a innové beaucoup de produits qui n'existaient pas. Et vous avez également des abeilles depuis très longtemps? Ah oui. Quand je suis arrivé ici dans Petite Nation, j'ai eu des abeilles depuis 1994. Puis là, on en a eu jusqu'à 60 ruches. On avait énormément de miel. Puis après ça, on a concocté beaucoup d'autres produits. Certains à base de miel, puis d'autres à base d'érable, mais toujours en faisant un mélange de fruits et de légumes pour tous les produits. Puis on essaie toujours de travailler avec les produits de saison, donc aucun produit congelé, autant que possible. Donc, c'est ça qui fait que les gens peuvent nous appeler à ce temps-ci de l'année et dire « Je voudrais avoir des bleuets à l'érable ». Bien, il n'y a pas de bleuets. C'est pas encore le temps des bleuets, donc il faut attendre. On n'en a plus. Et on n'en a plus. Donc, c'est que la part des produits, quand on arrive au bout de la quantité qu'on a produit, il faut attendre la prochaine production de fruits. Parce qu'on n'ira pas acheter des fruits gelés. Et on est tellement chanceux qu'aujourd'hui, vous allez nous préparer une petite dégustation. Mais avant tout, on va aller directement visiter les abeilles. Oui, on va aller chercher nos costumes. On va s'habiller gentiment. Puis vous allez voir, il n'y a rien de plus gentil qu'une abeille sur la terre. Ça, c'est ce que vous essayez de me faire croire. On va essayer de garder ça en tête. Tu vas voir, c'est génial, les abeilles. C'est stressant de se vêtir en apiculteur. On se dit que oui, c'est l'habit complet, puis ça va bien aller, les abeilles ne pourront pas y passer, mais moi et ma collègue, on s'est assuré qu'il ne restait plus aucune craque. Mais quand je dis aucune craque, c'est absolument rien pour les abeilles. Donc maintenant, on vient de se vêtir en blanc. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'habit pour aller rencontrer les abeilles? Bien, en fait, le costume d'apiculteur ou d'apicultrice, le fait d'être blanc, c'est que ça neutralise toutes les couleurs, donc toutes les expositions qu'on peut avoir au niveau des sentiments. Donc, pour l'abeille, c'est un calme. OK. C'est très serein pour l'abeille de voir que tu es autour d'elle parce que ses ennemis à l'abeille, ils sont bruns, très poilus. OK? C'est l'ours et la moufette. OK. Puis on ne veut pas qu'elle nous prenne pour des ours ou des moufettes. Donc, d'être debout sur deux pattes, OK, et d'être habillé en blanc, c'est sûr qu'elle ne nous identifie pas comme un ennemi en partant. OK. Parfait. Oui. C'est pas ça qu'on veut. On aimerait ça qu'elle soit gentille avec nous. Bien, hein? je suis allé m'asseoir avec les ruches, là, puis elles sont super gentilles aujourd'hui. Parfait. C'est rassurant. Quand même excitant, c'est stressant. Là, une fois que tu es habillé, on dirait que c'est plus concret que juste ça, je m'en viens voir des abeilles. Non, je m'en vais les flatter. Là. Donc, qu'est-ce qu'on s'en vient observer maintenant qu'on est tout près des ruches? Ah oui, moi, je les appelle les petites. Les petites, aujourd'hui, on va aller vérifier si la reine pond. OK? Et puis, s'il n'y a pas de maladie dans la ruche. Parce que ce qu'on vérifie, on vérifie pas tellement s'il y a du miel qui se fait, parce qu'il s'en fait. OK? Ce qu'on veut vérifier, c'est si la ruche continue de progresser à faire son travail. Puis la reine pond en moyenne. Je ne les ai jamais comptés, là, mais on dit que la moyenne d'une reine, c'est 2000 œufs par jour. Wow! OK? Et son emploi du temps, c'est ça. Il n'y a rien d'autre que pondre. Puis là, ça va rencontrer combien d'abeilles à peu près? Dans la première ruche, la verte, là, il doit y avoir environ 60 000 abeilles, 65 000. Seulement. Oui, Seulement 60 000. Oui. Puis dans les deux autres que j'ai vues la dernière fois que je suis venu, la blanche la dernière, bien la jaune la dernière, il y a à peu près, je dirais, 80-85 000 abeilles dedans. Wow! Oui, parce que plus la saison avance, plus la ruche augmente en population, bien à un moment donné, ça se stabilise. On dit qu'une super grosse ruche peut atteindre presque 100 000 durant l'été.
mais c'est exceptionnel. Une fois que l'on ouvre la ruche, on entend un bout des abeilles, puis c'est assez prenant comme son, ça me donne des petits frissons. Et là, on voit toutes les abeilles qui travaillent. Raymond a utilisé la fumée pour apaiser les abeilles, qui normalement ne l'utilisent pas, mais étant donné qu'il était avec une personne qui était un petit peu moins confiante, on a utilisé la fumée et on voit vraiment les abeilles se calmer et retourner au travail. Et c'est à ce moment-là qu'on a retiré un rectangle où on voit toutes les abeilles, toutes les alvéoles et tout le miel. Il m'a vraiment montré en détail les larves, il m'a montré les alvéoles remplies de miel et également des alvéoles de reine, que ceux-là sont plus rondes. Quand il y a plusieurs ruches, on dit que c'est une colonie. OK. OK? Ça, c'est une petite colonie ici parce qu'au fruit de la terre, c'est des fruits puis des fleurs des champs. Puis comment qu'on devient une reine? La reine, elle va... c'est au moment non pas de septembre, mais qu'on va la placer Ah oui, vous les dans un alvéole royal. OK. L'alvéole royal, c'est un alvéole qui, au lieu d'être hexagonal, va être rond, complètement rond. Et si la reine a le sentiment qu'il n'y a plus de place dans la ruche, qu'il y a un problème d'espace, parce que tu donnes pas assez d'espace pour mettre du miel, elle va souvent essayer d'essaimer. Donc, elle veut s'en aller parce qu'elle sait que pour que la ruche soit toujours en action puis toujours le temps progressive, il faut absolument qu'il y ait de l'espace pour tout le monde. Donc, à un moment donné, la reine peut décider qu'elle se met à pondre, puis c'est elle, par ses phéromones, va donner l'ordre aux abeilles de fabriquer des alvéoles de reine. OK. OK? Et puis, une fois que c'est fait, là, la reine va pondre un œuf. Et ce qui fait que cet œuf-là va devenir une reine, c'est la nourriture. L'abeille ouvrière, elle, quand elle est à l'état larvaire, elle reçoit une fois de la gelée royale. Et c'est fini après pour le restant de sa vie. OK. Il n'y en a plus. La reine, elle, l'œuf, reçoit presque toujours de la gelée royale, tout le temps, tant qu'elle est à l'état larvaire. Puis elle provient de où, la gelée La royale? gelée royale, ça met aussi des plantes que les abeilles fabriquent. OK. Oui. Puis, et c'est ça qui fait, qui va distinguer qu'une abeille, qu'une ouvrière, peut devenir reine, parce que ça peut être, c'est le même œuf qui peut donner une reine ou une ouvrière. Tout est une question de nourriture. La larve royale ne mange que de la gelée royale, sauf une fois on lui donne aussi un peu de pollen, alors que l'ouvrière, elle, c'est le contraire, elle reçoit tout du pollen à l'état larvaire, sauf une fois de la gelée royale. Puis, tu vois, on va regarder ensemble, puis tu vas voir que souvent, on peut voir une formation, okay, d'une cellule royale. Et puis, elle est vide. C'est donc que la reine a demandé d'en faire, mais elle n'a pas encore décidé de pondre dedans. OK. Mais advenant le cas qu'un apiculteur tue sa reine en travaillant à un accident, c'est si vite arrivé, alors à ce moment-là, les abeilles les ouvrières, vont aller dans les cadres, okay, à l'intérieur, vont choisir une dizaine d'œufs qui n'ont pas plus que 3 jours. OK. Okay? Et puis ces œufs-là, ils vont leur donner de la gelée royale et ils vont se fabriquer une nouvelle reine eux-mêmes. Wow! J'ai demandé comme ça à Raymond s'il était capable de nous montrer la reine, car il y a une reine par ruche et il a réussi à la trouver. La reine, elle est 3 fois plus grosse que les abeilles qui sont au travail. Et on a également eu la chance de voir un mâle qui est, lui, 2 fois plus gros qu'une abeille qui travaille. Et j'ai la reine pour vous, Non! mesdames et messieurs. Je viens de spotter la reine. Elle est ici. Oh! Ça va-tu? Elle est juste ici au bout de mon outil. Donc, on voit bien qu'elle est même rougeâtre. Puis qu'est-ce qu'elle fait présentement? Là, elle vérifie si les alvéoles ont un œuf et s'il est propre. Parce que madame, la reine, elle est difficile. Il faut que l'alvéole ait été nettoyée parfaitement après la naissance d'une abeille. Donc, ça fait partie aussi des tâches des ouvrières. Des adolescents. Des adolescents de venir nettoyer l'intérieur des alvéoles. Wow! Oui, c'est vraiment ça qu'ils font, là. Puis là, elle se promène, puis tu vois, maintenant, il y a des abeilles qui sont autour d'elle. Oui. Et ils sont en train de la dorloter, de la bichonner.
On Ils font des petits massages. on appelle ça la cour royale. Donc, on fait la cour à la reine et on en prend soin. Wow! C'est OK? fascinant. Puis, si on était chanceux, on la verrait déposer son abdomen, OK, dans l'alvéole puis pondre un œuf. Wow! Souvent, je les vois faire. Ce qui va le plus impressionner, c'est les différentes tâches des abeilles et qu'à tous les différents stades de leur vie, ces tâches changent. Donc, pour une abeille, il y a 22 jours de gestation pour ensuite vivre seulement 45 jours. Et les adolescents, c'est eux qui font le ménage, comme on l'appelle, et on les voit également à l'entrée de la ruche qui ressortent avec des petits morceaux d'alvéole. Donc, c'est assez intéressant de voir tout ça et surtout surprenant de voir à quel point chaque abeille a vraiment une tâche spécifique. Je remercie Judith de m'avoir accueillie dans sa cuisine et avec elle, on a essayé, du moins j'ai essayé de l'aider dans la fabrication d'une confiture fraise, rhubarbe et érable que nous avons dégustée et elle était absolument décadente. Bon, ben je suis là pour vous aider. Oui, Dites-moi d'accord. qu'est-ce que je peux faire. Ah, ben là, je vais remonter mon rond, évidemment, parce que là, si je l'avais laissé à plein régime, là, je pense que ça collait, là. Donc, vous pourrez me passer le plat de sucre. Fait que ça, c'est le reste du sucre que j'ai à rajouter dans la confiture, puis c'est déjà très... ça mousse. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Hi, c'est beaucoup de sucre! Ah oui, en la voyant, oui, mais savez-vous, quand on les fait goûter, c'est On pas ça- l'oublie, hein? c'est pas ça du tout qu'ils nous disent, non. Non, parce qu'ils goûtent vraiment la fraise, le fruit, mais là, il y a l'érable en plus, là. Est-ce que vous diriez que c'est un de vos produits coup de cœur? Coup de cœur, je le sais pas. Il y aurait peut-être la fraise basilic au poivre noir. Là, ça, elle s'en vient. Ça, c'est le produit, je vous dirais, pour les gens qui fait wow, on peut manger des fraises avec des pâtés, des fromages. Ben oui, parce que je mets de la basilic et du poivre. En tout cas, c'est vraiment impressionnant comme goût. C'est vraiment différent. Mais je vous dirais, c'est vrai quand on parle de coup de cœur. Quand on parle de coup de cœur, celui que je vends toujours bien, mettons, surtout dans les marchés de Noël, c'est le fameux petit bloc de sucre d'érable qu'on appelle le pain de sucre, mais on met une petite râpe avec. Ça le rend coquet comme tout. Fait que puis les gens, ben oui, évidemment, ça s'offre très bien en cadeau et ça voyage aussi très bien. Un jour, on va voyager, là. Ça s'en vient. C'est ça, oui, exactement. Là, vous en êtes à quelle étape? Ben là, c'est ça. J'attends juste qu'il regonfle. Fait que tu vois, on pourrait même le rajouter. Là. Je pourrais aller un peu plus vite, mon sang, là, que ça mousse très, très, très épais. Là. C'est presque après à caraméliser. Là. Et voilà. C'est presque du caramel. Caramel de fraise. Oui, caramel de fraise et puis il y a le jus de la rhubarbe et le sirop d'érable. Fait que ça, en refroidissant, là, c'est presque du caramel. Les premières étapes de la recette étaient déjà commencées. Moi, j'allais simplement assister dans les dernières étapes, donc d'ajouter la rhubarbe dans la confiture et également les fraises. Et ensuite, c'était directement l'empotage et la dégustation, bien évidemment. Fait que la rhubarbe, parce qu'on est encore en début de saison et qu'en même temps, c'est pas très long non plus, elle va pour l'attendrir. Là. Puis les fraises, c'est plus tard? Oui, parce que je veux que ma rhubarbe soit cuite. Parce que quand on va ajouter des fraises, je vais juste attendre que ça boue un peu puis j'empote. Parce que les fraises, vous les avez déjà... Oui, faites juter. Quand j'ai monté mon premier sirop, ben, je ne suis pas obligée d'attendre qu'il soit vraiment épais. Je vais mettre mes fraises un peu, quelques minutes dedans, juste pour justement les faire dégorger du jus encore. Fait que là, je les ai fait goûter. Je comprends. Fait que à ce moment-là, je rajoute à la fin. Mais là, le jus qu'ils devaient faire, il est là. Ils m'en feront pas de surplus. Là. Maintenant, il reste à ajouter les fraises et ensuite, on va empoter. En fait, Judith va empoter, je vais assister. Et voilà. Ah, ça sent tellement bon.
Pendant que Judith termine l'empotage de la confiture fraise rhubarbe, moi je vais aller me préparer une bonne dégustation de leurs produits variés. J'ai bien hâte de déguster tout ce que vous avez à offrir. Bien, merci beaucoup pour cette magnifique journée à la coulée sucrée. Bien, c'est notre plaisir de vous recevoir et de partager avec vous ce petit goûter pour vous faire goûter aux produits qu'on fait. Parce qu'il y a plein de produits aussi qui viennent de voisins. Il y a un fromage qui vient de Folie-Bergère, un autre de la fromagerie de Montebello. Le vin, la bise de Ripon du domaine du Montvézo. Et puis, en plus, ce soir, on a le privilège d'avoir la relève de la ferme. Parce qu'éventuellement, à court terme, on espère, parce que Jérémy voudrait que grand-père prenne une retraite. Puis, oui, il travaille assez fort. Oui. Mais malheureusement, la conjointe de Jérémy ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, mais il y a Marie-Christine aussi avec Jérémy dans l'aventure. Ils sont prêts à embarquer. Oui. Ah ben, à la bonne vôtre. À la bonne vôtre. Bon, ben, à la bonne vôtre. Santé!